Rendez-vous avec Mathilda. Qui est Mathilda ? Pas la petite fille du film Léon. Pas non plus l'héroïne de Roald Dahl capable de déplacer des objets par la pensée. Mathilda est née dans les années 90 sous la plume de Margaret Rossiter. Cette sociologue a baptisé « Effet Mathilda » l'occultation du rôle des femmes dans la science. Mathilda, c'est Rosalind Franklin, qui a pris la première photo d'une molécule d'ADN. Mathilda, c'est Grace Hopper, qui a révolutionné l'informatique. Mathilda, ce sont toutes ces femmes de science qui ont des histoires de science à vous raconter. The Meta News lui donne rendez-vous aujourd'hui. Qui que vous soyez, où que vous soyez, bonjour ou bonsoir si la nuit est tombée. Je suis Laurent de The Meta News et pour la 3e fois, j'ai rendez-vous et vous avez rendez-vous avec Mathilda. Alors il s'est passé du temps depuis notre dernier rendez-vous avec Mathilda. Il s'est passé plus de 3 mois. 3 mois parce qu'un virus en a décidé autrement. On aurait pu faire autrement, on aurait pu faire une visio, on aurait pu ne pas se rencontrer, mais ce n'était pas l'idée. Car l'idée de Mathilda, c'est de se rencontrer justement, se rencontrer chez Jean, dans ce studio toujours magnifique, au son toujours magnifique. Et aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Mathilda. Bonjour Mathilda. Bonjour Laurent. Mathilda, vous êtes Pérola Milman. Je vais commencer par une question que vous n'aimez pas qu'on vous pose. Je peux ? Oui, bien sûr. D'où venez-vous, Pérola ? Je viens de... Ah, je vais pas dire mon adresse. Je viens de chez moi. Et avant cela ? Ouais, bon, je suis née au Brésil. Ah, c'était la réponse que j'attendais, de Rio de Janeiro. On se rencontre aujourd'hui parce que vous êtes chercheuse en physique quantique. Et la physique quantique, c'est compliqué. Est-ce qu'en deux secondes, vous pourriez nous expliquer en quoi consiste votre travail de chercheuse ? Alors, mon travail de chercheuse, je fais de la recherche théorique en physique quantique. Je suis plutôt spécialiste de l'optique quantique, donc je m'intéresse à l'interaction entre les atomes et la lumière. La lumière, ici représentée par des photons, qui sont de petites particules des lumières. Voilà. C'est beaucoup d'équations ? Oh, il y a quelques équations, oui, ça dépend de ce qu'on fait, mais elles ne sont pas très difficiles. À écrire ou à comprendre ? Les deux. Je ne suis pas d'accord avec vous, je pense qu'elles sont difficiles à comprendre. Vous avez du mérite d'arriver à le faire. Non, en fait, il faut écrire le moins d'équations possible. Pour être le plus élégant possible. Voilà. Vous écrivez des équations ? Oui, bien sûr, c'est très joli. Oui, très joli esthétiquement, oui. Et c'est un plaisir artistique ? Oui, bien sûr. Mais bon, je fais des grabouillages, en fait. J'écris très mal au départ. J'écris juste des bouts comme ça. Et puis ensuite, je passe ça au propre. Je mets ça au propre pour que mes collègues puissent lire. Mais normalement, j'écris très mal. Juste des bouts d'équations comme ça. Vous êtes arrivé en France il y a 20 ans. Ouais. Et vous êtes devenue, à force de persuasion, à force d'opiniâtreté, j'allais dire, directrice de recherche au CNRS. Ouais, c'est un joli nom. Ça fait beaucoup d'acronymes, DR au CNRS. Pourquoi avoir voulu devenir directrice de recherche au CNRS ? Tout d'abord, je voulais avoir un poste en France parce que je suis arrivée ici, j'avais un postdoc. Et j'ai su tout de suite, en fait, même quand j'ai pris l'avion pour venir ici, que je voulais rester en France, au moins à l'étranger, pas au Brésil, pour le reste de ma vie. Enfin, c'est trop long, mais au moins pour un grand bout de temps. C'est un aller sans retour. Assumé. Oui, assumé. Et donc, je laissais un peu le temps passer parce que j'avais un peu d'avance. Je suis arrivée ici, j'avais 25 ans pour ces fameux postdocs. Et j'ai commencé à essayer d'avoir un poste en France, soit comme maître de conférence, soit comme chargé des recherches au CNRS. Donc, j'ai passé des concours et en fait, ça a mis beaucoup de temps pour que ça marche. J'ai dû passer 5 années de concours avant que ça marche. Comme j'avais un peu de temps devant moi, vu que j'étais encore jeune, j'ai pu... Ils ont passé ces années, passer des concours. Mais c'était pas facile, c'était très difficile. Oui. Pourquoi c'était très difficile ? Parce que très sélectif ? Oui, c'était déjà très sélectif à l'époque. Et puis, c'est devenu encore plus sélectif maintenant parce qu'il y a pénurie des postes. Il y a beaucoup moins de postes qu'il y a 13 ans, quand j'ai réussi à passer, à avoir le concours, à avoir mon poste. Et aussi parce que, en fait, j'avais pas l'entraînement que vous avez ici en France, l'entraînement pour parler en public.
Bon, il faut se présenter pour un quart d'heure et puis ensuite répondre à des questions, etc. Et puis être très précis, très juste, dire les bons mots, etc. Moi, je commence, on va voir là, aujourd'hui, je pars dans tous les sens. Donc, donc C'est pas encore le cas. Pas encore. Et puis, donc c'est pour ça, en plus, je me disais que bon, mais j'ai un très bon CV, j'ai fait plein de choses, je suis très autonome en recherche, et puis j'ai l'impression de faire ça raisonnablement. Les gens ont envie de travailler avec moi. Je me disais, bon, bah, c'est très facile, ça va passer comme ça. Mais il y a plein de règles pour ces concours qui ne sont pas tout à fait écrites. Ce sont des règles que ceux qui ont fait leur thèse ou bien une formation plus longue en France les connaissent. Elles sont plus naturelles pour eux, mais pour quelqu'un qui arrive comme ça, c'était vraiment très difficile de savoir à l'avance qu'il fallait voir un tel, voir un labo, faire un projet comme ceci, comme cela, etc. Donc, pour moi, ça a été très dur, mais c'est un apprentissage. Je dis pas que ça aurait pas pu être autrement. Je pense que c'est dur. J'ai vu beaucoup de candidats souffrir beaucoup, des collègues à moi, des postdocs, etc. à cause de ça, et finalement laisser tomber. Mais pour moi, j'ai eu la chance que ça marche. Voilà. La chance, vraiment? Il y a un peu de chance, oui, bien sûr. Oui, oui. Il y a surtout de la chance, je pense, hein, parce qu'il y a beaucoup de très bons candidats. Quelqu'un qui se présente à un poste au CNRS, souvent très compétent. Pourquoi vous ne dites pas que c'est une part de talent ou de compétence? C'était beaucoup de travail, d'insistance, ou bien j'étais opiniâtre, comme vous dites. Mais parce qu'il y a tellement de choses que je ne peux pas dire que c'était que du mérite personnel. J'ai horreur de ces noms déjà, de ces mots. Et c'était un travail d'équipe surtout. Hein. Il faut dire que j'ai été bien préparée par ceux qui m'ont accueilli dans leur équipe. Donc, ils m'ont beaucoup aidé à préparer cette audition, le projet. Et puis, mon mari de l'époque aussi, il m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup soutenu à l'époque. Donc, j'ai eu de la chance d'avoir été ainsi entourée et puis de la chance aussi d'avoir du caractère. Et vous avez du caractère. Il y a beaucoup de choses qui vous révoltent. La violence vous révolte, par exemple. Oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Vous la ressentez parfois ou je pense que c'est une question très difficile. Je pense qu'on peut la sentir tout le temps, la violence. Rien que être, qu'ouvrir la bouche, qu'être quelque part, c'est une espèce de violence qu'on se fait soi-même pour s'exhiber à un autre. Donc, et puis, lorsque quelqu'un nous parle, souvent, en partant de préjugés, pas forcément négatifs sur nous-mêmes, c'est souvent un peu violent à entendre. Donc la violence, elle est un peu partout, mais bien sûr qu'il y a des violences plus violentes que d'autres. Est-ce que le système est violent? Est-ce que le système de la recherche est violent? C'est la question. Il est très violent. Il est très violent. Très, très, très violent. Et il devient de plus en plus violent. Hein. Je me vois avoir des discussions avec mes collègues aujourd'hui que je dis, mais où sommes-nous? De quoi parlons-nous exactement? Est-ce qu'on parle de la recherche? On parle d'un petit business comme ça qu'on est en train de mener ensemble pour, je ne sais pas, gagner de l'argent. Des choses qui, pour moi, sont complètement étrangères au métier de la recherche. Ces petits calculs et gribouillages que j'ai faits dans mon cahier, je ne vois pas pourquoi m'investir dans des choses que j'aurais mieux fait à la banque, par exemple. J'aurais pu être banquière, par exemple. Puis... Donc le pognon, pour reprendre une expression voilà. Que j'ai lue de vous, le pognon dans la recherche, c'est la violence, quelque part. Voilà, pas que le pognon sous forme d'argent, d'euros, hein, mais aussi le pognon sous forme de toute autre valeur qui finit par justement s'investir dans la recherche, comme le nombre de papiers, le nombre de ceci, le nombre de cela. C'est là le facteur H. Hein, il y a plein de mesures aujourd'hui, plein de façons de se comparer les uns aux autres. Expliquez-nous un instant ce qu'est le H-index ou le facteur H, que vous appelez facteur H. C'est intéressant pour les gens. Oui, alors... C'est Black Mirror, cette histoire. Allez-y. En fait, le facteur H d'un chercheur, c'est le nombre de papiers qu'il a qui ont plus des citations que la position de ces papiers dans la liste des papiers. Donc, disons, si j'ai 21 papiers qui ont plus de 21 citations, alors mon facteur H, il est égal à 21. Voilà. Et ça, c'est monétisable, quelque part? On parle de pognon. Ce sont des chiffres. Et quand on va remplir un CV, par exemple, on ne va pas nous demander. Souvent, ce n'est pas très élégant de le mettre, même s'il y a des gens qui le font pour des concours.
mais ce sont des informations qui sont disponibles. Donc, si je suis, par exemple, rapporteuse d'un dossier, et si j'ai envie, je peux aller consulter les facteurs H d'une personne. C'est ça la violence ? C'est violent, c'est que je trouve violent, c'est de, disons, réduire une personne, un chercheur, à une composition, pour plus grande qu'elle soit, de facteurs numériques. Voilà. Elle ne recouvrira jamais ce que c'est que doit être la recherche, l'innovation intellectuelle qu'est la recherche. Vous ne compétissez pas. Compétir. Voilà. Non. Voilà. Peut-être expliquer ce que veut dire le verbe compétir à nos auditeurs. Ah oui, vous avez trouvé ça. Oui. En fait, la compétition, hein, ça existe bien dans le français de la France métropolitaine. Et en fait, je pense entre deux langues. Je pense entre le portugais, qui est ma langue maternelle, et les français, voire même... il y a souvent un peu d'anglais qui apparaît parce que nous vivons tellement en anglais, avec tous les films que nous voyons et puis tout ce qu'on lit dans la recherche et tout. Et quand j'écris quelque chose, comme le texte justement qui a été publié dans votre journal, alors il y a des expressions qui viennent plus naturellement dans une langue ou dans une autre. Et là, je voulais raconter un peu cette blague qui a été faite au sujet de Lula, qui est devenu président du Brésil et qui a dû essayer 4 fois avant de devenir président. Et donc, c'était un jeu de mots qui a fait un autre candidat avec lui, qui dit « oui, effectivement, il dit qu'il est compétent. Il est vraiment très compétent. Il compétit. Donc, ça veut dire qu'il est toujours en train de compétir sans jamais gagner. » Voilà, et finalement, c'est un mot qui va très bien en français, compétir, et qu'on a. En fait, ça existe. Oui, si, ça existe parce que j'ai fait des recherches. On n'a pas en français métropolitain. Oui, voilà. Vous avez expliqué. Donc, c'est du sénégalisme. C'est un mot qu'on devrait adopter. Je pense aussi, je pense qu'il faut adopter tous les mots qui font du sens comme ça. Donc, on vous sent à la fois convaincu de l'importance de ce que vous faites. Vous êtes battu pour l'avoir, en tout cas. Oui. Et en même temps, révolté, je le disais tout à l'heure, par certains aspects de la manière dont les choses se passent. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas arrêté, que vous ne vous êtes pas cassé, comme Adèle Haenel s'est cassée? Oui. Bon, tout d'abord, faut penser que je suis chercheuse de CNRS, c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que c'est un peu un métier des rêves. On est payé pour penser. Donc, j'ai essayé de réduire ces métiers, même si j'ai cette spécialisation, c'est la physique quantique, au simple fait de penser. Voilà. De penser, de se poser des questions. Ensuite, je me suis posé plein de questions, dont la question qu'est-ce que je fais là, vu que c'était devenu, et c'est encore souvent très inconfortable de me confronter d'une façon que je ne trouve pas intellectuellement productive, j'aime pas trop ces mots, mais disons fun, si vous voulez. C'est pas, confronter, compétir, voilà. Compétir avec mes collègues, que je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Et puis, j'ai été chercher de l'aide au CNRS même, au département des ressources humaines. Et je me suis dit, il faut suivre, quand même essayer de suivre la voie qui est la voie normale, disons, institutionnelle, etc. Et puis, j'ai rencontré là-bas quelqu'un de très spécial qui m'a dit que voilà, je n'avais rien à craindre, rien à m'inquiéter, que ce que je faisais, mais poser des questions de ce type, c'était exactement ce qu'on s'attend d'un chercheur, et que je n'avais qu'à poursuivre, et puis à continuer à chercher mes chemins, et qu'elle me faisait entière confiance. Voilà. Payer pour penser, c'est magnifique. C'est magnifique, oui. Mais est-ce que c'est un privilège qui est encore possible aujourd'hui? Tout le monde compétit. Il faut que ce soit. Il ne faut pas qu'on nous laisse justement sombrer dans la compétition. Hein. Et je pense que le temps que nous venons de vivre, ces temps de confinement, d'arrêt, je vois beaucoup de gens... s'il y a une question pour moi qui ressort, c'est de la vraie importance d'un travail imposé. Je m'écarte. D'un travail imposé, parce que... C'est quoi un travail imposé quand on est chercheur? Alors, quand on est chercheur, justement, quand on est chercheur, il y a par exemple... le président actuel du CNRS, Antoine Petit, avec Macron, qui, à l'occasion de l'anniversaire de 80 ans du CNRS,
ils ont décidé de déclasser les chercheurs comme étant des bons et mauvais. Et cette classification était associée à leur capacité, à leur réussite à trouver du pognon, de l'argent, des projets, etc. Et donc ça, c'est du travail imposé parce que, je ne sais pas si vous... Bon, bien sûr que tout le monde va dire c'est ridicule et tout, mais remplir un formulaire, remplir un projet de recherche représente pour moi voilà, une extrême violence. Moi, je n'arrive pas à faire entrer dans ces cases ce que je pense. Je ne suis pas adaptée, pour encore reprendre les mots d'Antoine Petit, à ces mondes où mes grabouillages comme ça, elles doivent, je dois transformer, je ne sais pas, un diagramme des Gantt. Il y a plein de noms techniques qu'on ne connaît pas, des jalons de ceci et de cela. Bon, jalons, pour moi, c'est un truc des Jeux Olympiques qu'on jette. Non, enfin, c'est... Donc, pour moi, ça ne rentre pas, tout simplement. Pour moi, ça ne matche pas comme un casse-tête où on n'arrive pas à faire entrer une pièce dans l'autre. Darwin ne vous va pas? Elle me va parfaitement, Darwin de la manière dont est envisagé Darwin par... Oui, qui n'est pas Darwin. En l'occurrence, le pauvre Darwin doit se retourner dans sa tombe. Mais comme c'est... En tout cas, le discours du actuel président de CNRS ne me va pas du tout. Non, malheureusement, ça m'a fait beaucoup de mal, ça m'a fait beaucoup souffrir. Surtout de voir à quel point les gens, peu à peu, s'adaptent à ça, à quel point ça devient naturel. Les gens, je vais faire juste un petit effort parce qu'on est otage de nos passions. On est otage de cette passion pour ces grabouillages au compte de papier. Moi, je dis, je vais tout faire. Je veux tout faire pour maintenir ça, même si pour... OK, je ne peux plus faire ça toute la journée, mais je ferai ça pour, allez, une demi-journée. Et après, un jour par semaine. Et après, c'est devenu 1 heure par semaine. Et puis finalement, on ne fait plus ça. On ne fait que subir ces injonctions. Vous pourriez le faire sur votre temps libre, presque. Voilà, exactement. Voilà. Vous avez vu les choses évoluer maintenant que vous avez un peu d'expérience dans ce domaine de la recherche. Vous avez vous-même des thésards. Vous avez vu les choses évoluer avec la génération montante, comme on dit? Oui, j'ai vu les choses beaucoup évoluer. Donc, au départ, par exemple, pour parler un peu technique, la plupart du financement des laboratoires venait du CNRS et des facs, de l'ordre des 80%. Donc, quand je suis arrivée en France, c'était à peu près ça. Et aujourd'hui, c'est le contraire. La situation est inversée. Il y a 80% de l'argent des laboratoires qui vient des organismes de financement des projets. Et puis, je vois la mentalité des gens, bien sûr, évoluer avec ça. Les gens s'est créé des espèces de projets un peu, je dirais pas bidons, parce que tout le monde est passionné, tout le monde est très fort, est très intelligent, avait envie de faire des choses bien, mais on s'aimait avec les gens juste pour composer et puis obéir, encore une fois, aux injonctions qui sont données par le gouvernement. Il faut faire de la recherche, avec, je sais pas, un groupe d'ici, un autre de l'Allemagne, un autre de je sais pas où, et puis on compose comme ça, on nous force à faire ça. C'est toujours bien, parce que ce sont des gens sympas, intelligents, talentueux, etc., mais ça aurait pu être autrement aussi. Publier ou périr. Les gens ne savent pas ce que c'est publier ou périr. Vous le vivez? Moi, franchement, je ne vis pas ça, parce que je publie relativement facilement, mais j'aimerais bien être obligée de moins publier. On pourrait rester longtemps, des années, sans publier. Pourquoi publier autant? D'ailleurs, c'est une source de perte de temps, mais nous recevons beaucoup d'articles à référer. Et du coup, c'est une autre chose qui consomme notre temps aussi de recherche. Les articles sont de plus en plus incrémentales. Parler de violence, c'est ça la violence finalement? C'est ces injonctions? Ça en fait partie, oui, bien sûr, ça en fait partie. Et puis ça nous retire tous les plaisirs de la recherche, les rencontres au hasard, et puis les spontanéités en fait, c'est ça. C'est ça c'est d'être privé de spontanéité. C'est pour moi qui est le plus dur. Moi, personnellement, encore une fois, je dis, je ne souffre pas trop de ça parce que je fais de la recherche en physique quantique théorique. Je n'ai pas besoin d'argent pour entretenir mes expériences. Elles ne sont pas coûteuses, je ne dépense pas d'argent, je ne fais pas beaucoup voyager. Voilà, je dépense rien, quasiment rien. Mais je pense quand même un petit peu aux autres. Et mes collègues là, qui ont besoin de ces projets, qui font des manips et tout, pour eux,
c'est beaucoup plus dur. Et puis ça finit par contaminer un peu tout le monde. Cette violence que vous détectez, finalement, vous la ressentez plus ou moins que les autres ? Je pense que je la sens un peu plus, parce que c'est pour cela que j'ai pris la décision de commencer à m'exprimer dans les médias à ces sujets, et puis essayer de prendre part à des actions qui sont menées pour essayer de faire pas des côtés, et puis essayer de montrer que ça peut être autrement, qu'on n'est pas moins bon chercheur si on n'est pas en train de remplir de formulaires, ou bien avoir un facteur H de je ne sais pas combien, etc. Ou bien si on n'a pas décroché un tel projet. Je peux poser une question idiote ? Oui. Est-ce qu'on est plus sensible à la violence quand on vient d'un pays violent ? Je pense qu'on la voit plus facilement. Je ne sais pas si on est plus sensible. On l'identifie plus facilement. Comme par exemple, je pense que quand on est femme, et puis au fur et à mesure quand on est éveillé par tous les discours des femmes qui apparaissent de plus en plus, on commence aussi à être plus éveillé à la violence. Alors, peut-être ça veut dire que quand on subit plus la violence, on est plus sensible à la violence, je ne sais pas. On est sans doute plus éduqué à la violence, à la voir. Et le fait, je repose la question, le fait de venir du Brésil, a joué quelque chose là-dedans, un rôle là-dedans ? Là-dedans, quoi ? Dans cette dénonciation de la violence que vous faites ? Ce que tout le monde ne fait pas. Oui, c'est vrai. Certains l'intègrent. Oui. Oui, je pense, parce que je ne veux surtout pas que la France devienne un pays comme le Brésil. Voilà, je ne veux pas que cette mentalité apparaisse ici, une mentalité très calée sur l'individualisme, sur les non-respects de l'autre. Voilà. Et dire, pour gagner, pour avoir mon pognon, peu importe ce qu'il va faire lui. Moi, je veux juste assurer de quoi faire mes recherches. Voilà. Est-ce que pour arriver à ce poste tant convoité, vous avez joué le jeu de ce système que vous dénoncez aujourd'hui ? À l'époque, quand je passais les concours pour charger des recherches, je dirais que sans doute parce que je l'ai eu, mais pas de façon très consciente. En fait, pour moi, c'était le dernier essai. Je m'étais dit que finalement, si je n'ai pas ce poste au CNRS, je vais travailler à la Poste. Le seul problème, c'était qu'il fallait avoir la nationalité française, chose que je n'avais pas à l'époque. Mmh. Et donc, j'étais vraiment très détendue. Bon, c'est comme ça, j'aurais jamais ces postes-là. Je vais être heureuse, je travaille à la Poste, c'est pas si mal. Ensuite, j'ai vu les choses un peu changer autour de moi et voir qu'il y avait quand même des petites règles de jeu qu'on pouvait suivre. Et j'ai décidé de faire les choses bien, effectivement suivre une voie qui essayait au moins de suivre cette voie qui allait m'amener à une promotion pour que je puisse devenir directrice des recherches. Donc j'ai en quelque sorte un peu vendu mon âme, c'est vrai. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça parce qu'en fait j'étais accompagnée de deux collègues qui ont fait un super projet d'équipe avec moi, Anne Keller et Thomas Coudreau. Et c'était un moment magnifique. Donc, ils ont fait que c'est cette période où, disons, j'ai tout bien fait, produire beaucoup de papiers, avoir beaucoup d'étudiants en thèse, participer à des conférences, former une nouvelle équipe, etc. Où j'ai un parcours exemplaire, en quelque sorte. Ils ont rendu ça un grand plaisir. Parce que à côté, on se prenait pas au sérieux, on faisait des blagues. C'est pas qu'on avait du mépris par tout ce qu'on était en train de faire, mais c'est juste que ce sont des gens qui sont très légers, et ils ont allégé l'ambiance et toute cette période qui aurait pu être pénible parce que c'était beaucoup de travail et il fallait suivre les rythmes. Voilà. Vous disiez, j'en prends vos mots à l'instant, qu'à l'époque vous faisiez tout bien. Alors je suis pas psychanalyste, mais est-ce que vous faites tout mal ? Est-ce que le fait d'être passé de l'autre côté du miroir et finalement de prendre le micro, de dire aujourd'hui voilà ce que je vois, voilà ce que je dénonce, c'est l'impression de faire mal ? Je pense que les gens de mon labo n'ont pas été hyper contents quand j'ai écrit dans Libération ce qui s'est passé au conseil de labo. Donc je pense que pas tout le monde a été content. Mais en même temps, je me suis dit on ne peut pas plaire à tout le monde. Voilà, autant ne pas plaire à certaines personnes que de ne pas plaire à moi-même. Voilà. Vous êtes sûr de plaire à certains, en fait ?
Oui, il me semble, j'espère, oui, avoir un petit groupe de copains qui sont sympas. Ça marche pour draguer la physique quantique? Oui, ça marche assez bien. Ça combiné au fait d'être brésilienne, ça marche à tous les coups. Les garçons comme les filles, ils sont assez impressionnés. On se présente en soirée ou dans un bar, voilà, ils entendent tout de suite que je suis d'origine étrangère. D'ailleurs, je dis je suis française née à l'étranger. Et c'est vrai, ça. Et puis, la conversation avance, c'est toujours les questions classiques. Qu'est-ce que vous faites? Je dis, je fais de la recherche en physique quantique au CNRS. Et bim, là... Blanc. Comment est possible? Comment une Brésilienne qui parle comme ça dans un bar en soirée, elle peut faire de la recherche en physique au CNRS? Et puis bon, là, du coup, il y a plein de sujets de conversation qui apparaissent naturellement. Donc ça marche. Ça marche très bien pour faire des amis, mais c'est assez naturel en même temps. Merci Mathilda, pardon. Pérola. Oh, ça va, ça me va, hein. Oh non, comment? Merci à vous et merci à tous de nous avoir écoutés. C'était Laurent de The Meta News et vous aviez rendez-vous avec Mathilda. C'était un podcast de The Meta News en collaboration avec Chez Jean Productions. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous et surtout à mettre 5 étoiles sur iTunes ou sur Apple Podcast. À bientôt avec Mathilda.